pour commencer la séance. Bonjour, chers confrères, chères consoeurs. Soyez les bienvenus. Je félicite d'abord le comité organisateur de Forska pour la réussite de leur congrès. Et un grand bravo et un grand merci à Madame Azizi Fatema. طنجاوية ديالنا ما تنساوش. Je vous remercie pour votre invitation. On a le plaisir aujourd'hui de traiter une question qui nous intéresse tous. C'est un sujet dans notre pratique quotidienne. On reçoit beaucoup de patients asthmatiques. Donc, le médecin généraliste est tenu d'abord de confirmer le diagnostic de l'asthme, classer, évaluer le sujet asthmatique et établir un plan médical qui va donner à son patient pour gérer mieux sa crise à domicile sans avoir recours aux services médicaux d'urgence. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame la professeure Elouezani Hanan, professeure enseignante en pneumologie à l'hôpital Mohamed V, hôpital militaire Mohamed V de Rabat. À vous la parole, cher professeur. Vous avez 25 minutes d'exposé et 5 minutes de discussion. Marhaba. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à remercier la Fédération et le laboratoire GSK de m'avoir invité à participer à ce grand congrès, donc, qui paraît déjà réussi, avec un thème, comme vous avez dit, que c'est le pain quotidien des médecins généralistes et également les pneumologues, c'est comment prendre en charge un asthmatique. On sait que l'asthme est un véritable problème de santé publique. On recense plus de 350 millions asthmatiques dans le monde, avec près de 1000 décès annuels, ce qui reste énorme pour cette pathologie. Également, il est diagnostiqué à tort dans plus de 30%. La prise en charge est souvent inappropriée. Pourquoi? À cause d'une prescription de traitement de fond insuffisant. À cause également parfois d'une prise en charge de l'urgence qui est souvent inadaptée et surtout la sous-estimation de la sévérité de la maladie, aussi bien parfois par le médecin, mais souvent par le malade, on va le voir. Il y a des recommandations qui sont actualisées chaque année, recommandations de GINA, qui est une stratégie mondiale fondée sur des preuves avec une mise à jour de recommandations chaque année, et ça depuis 1993, soit 30 ans. Donc, dans la pratique, le médecin généraliste sera confronté à 3 types de situations, également même le médecin pneumologue. Diagnostiquer et initier le traitement de fond chez un malade, traitement d'une crise d'asthme et le suivi des patients avec le renouvellement de l'ordonnance du traitement de fond. Comment on va faire le diagnostic positif de l'asthme? 3 situations également se présentent pour le médecin. Soit il va recevoir un malade qui est connu déjà asthmatique, avec une confirmation et un bon suivi chez un confrère, soit il va recevoir un malade qui se dit asthmatique suivi, mais sans preuve diagnostique, soit c'est un nouveau cas. Et pour les 2 dernières situations, la prise en charge sera la même, donc on devra poser le diagnostic nous-mêmes et engager une thérapeutique et un suivi. Donc, vous savez bien que le diagnostic positif de l'asthme sur le plan clinique est généralement évident lorsqu'on assiste à une crise d'asthme ou que celle-ci est racontée par l'entourage, parce qu'il y a des symptômes typiques, on va les voir. Sinon, l'interrogatoire va relever ces symptômes. Donc, d'abord, il faut identifier les symptômes. Il y en a pas mal, il y en a 5 qui sont le plus souvent rapportés. C'est la dyspnée, le sifflement thoracique, la toux sèche spasmodique et l'oppression thoracique. Votre malade va vous dire soit un symptôme, soit 2, soit les 3, soit les 4, mais c'est des symptômes qui sont caractéristiques de l'asthme. Après identification de ces symptômes, il faut les caractériser. Ces symptômes généralement sont récurrents, ils se répètent, ils surviennent souvent le soir ou tôt le matin et ils sont réversibles spontanément ou sous traitement bronchodilatateur. Généralement, les malades nous disent que c'est passé rapidement. Si c'est un malade qui a déjà son bronchodilatateur de courte durée d'action, il ressent un soulagement juste 10 minutes après l'utilisation. Et il faut rechercher les facteurs déclenchants et les circonstances de survenue de ces symptômes qui sont souvent des aérocontaminants et des allergies. Donc, pour l'examen clinique, il faut savoir qu'entre les crises, le patient est strictement normal. Vous pouvez recevoir un patient dans vos consultations
qui est asthmatique, mais l'examen est strictement normal. Et dans ce cas, il faut rechercher des signes de retentissement tels que les distensions thoraciques et les déformations qu'on voit souvent chez des malades qui ne sont pas pris en charge tôt de leur maladie asthmatique. Mais en crise, il y a des signes caractéristiques de l'asthme, c'est la dyspnée qui est expiratoire avec une distension thoracique. La percussion, vous allez découvrir une hypersonorité qui témoigne d'un piégeage d'air, donc le malade n'arrive pas à expirer tout l'air de ses poumons, et bien sûr des sibilants à l'auscultation, parfois carrément audibles lorsque vous êtes devant un malade qui a une crise d'asthme sévère, et il faut rechercher à l'examen des signes de gravité qui vont vous orienter. Est-ce que vous allez prendre en charge votre patient et le suivi directement? Sinon, parfois, vous devez appeler une ambulance médicalisée et transférer votre patient directement dans une structure hospitalière pour une bonne prise en charge. Mais ça n'empêche, vous devez commencer le traitement dans vos consultations, cabinet ou structure publique. Le débitmètre de pointe, et là je vais insister un peu sur ce débitmètre de pointe qu'on appelle également pic-fleuve. Il va nous permettre de mesurer le DEP qui donne un aperçu de troubles obstructifs. Généralement, c'est un petit outil. Généralement, c'est le laboratoire qui le ramène chez les médecins, mais il se vend. J'ai vu même des sites internet, il y a des livraisons et il y a carrément les prestataires qui vendent les spirométries. Vous pouvez les avoir chez eux. Donc, c'est un outil petit, pas cher. Il y a un curseur avec des chiffres et on va demander à notre malade d'inspirer profondément et d'expirer de toutes ses forces. Et là, vous allez voir le curseur qui va bouger avec l'expiration et il va s'arrêter devant un chiffre. Il faut répéter la manœuvre 3 fois et choisir la meilleure manœuvre. Il faut comparer cette valeur que vous avez obtenue aux valeurs habituelles du malade, et c'est de préférence si le malade il est connu asthmatique, il a un plan d'action et il a son débitmètre de pointe chez lui. Sinon, à des valeurs théoriques qui dépendent du sexe, de l'âge et de la taille de la personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour la clinique, l'asthme est caractérisé par une variabilité des symptômes dans le temps et leur réversibilité. Donc, on va rechercher une réversibilité par ce débitmètre de pointe. Donc, voici des valeurs théoriques. Donc, on peut voir, je peux prendre comme exemple un homme qui est âgé de 40 ans, qui a une taille de 1,75 m. Normalement, un sujet qui est non asthmatique, qui a le même âge, qui a la même taille, doit avoir une valeur de 635. Donc, vous pouvez comparer le DEP de votre patient en consultation au DEP d'un sujet du même sexe, du même âge et de la même taille, et vous aurez une idée sur une obstruction ou pas. Donc, il faut rechercher, comme j'ai dit, une réversibilité parce qu'on sait que les symptômes sont réversibles de l'asthme. Donc, on va donner à notre patient une prise de bronchodilatateur. C'est comme la manœuvre de spirométrie. Un bronchodilatateur de courte durée d'action qui agit vite, donc 10 à 15 minutes. Donc, vous devez garder votre patient au cabinet pendant minimum 15 minutes et refaire la manœuvre. Donc, on va dire qu'il est réversible s'il y a un gain de 20% par rapport à la première valeur sans bronchodilatateur. C'est estimé à 60 litres par minute. Par exemple, vous avez un DEP chez votre patient qui est à 400, vous lui donnez le bronchodilatateur et vous attendez 10 à 15 minutes, vous refaites le DEP, vous allez trouver 460. Là, on considère qu'il y a une réversibilité notable et ça oriente vers le diagnostic de l'asthme. Entre parenthèses, le diagnostic différentiel le plus fréquent chez nos patients, c'est surtout quand vous avez un asthmatique fumeur et on a le doute entre BPCO et asthme et on sait que la bronchopneumopathie chronique obstructive, il n'est pas réversible en général. La présence également d'une variabilité diurne du DEP mesurée sur 1 ou 2 semaines supérieure à 10% est considérée comme significative. Comment on fait cette manœuvre? Généralement, le patient doit avoir son débitmètre chez lui et il va s'amuser à mesurer son DEP, donc minimum 2 fois par jour, et on va faire le calcul, le DEP maximum du jour, moins le DEP minimum du jour sur la moyenne du DEP maximum et minimum du jour. On va prendre la moyenne sur 1 ou 2 semaines. Donc, généralement, le patient vient avec un carnet où il y a marqué les mesures et on peut calculer. Sinon, on va l'aider, mais il faut le médecin qui doit calculer pour voir s'il y a une variabilité de plus de 10% parce que c'est pathognomonique de l'asthme
surtout si on n'a pas un spiromètre ou bien on est dans une structure loin des pneumologues qui peuvent faire la spirométrie. Donc, voici un tracé d'un malade qui a de l'asthme et vous voyez, sans faire le calcul, il y a une instabilité du DEP. Donc, ça, je ne sais pas comment on fait le pointeur, mais vous voyez ce qui est entouré en rouge, il a un DEP en pic à 400 et quelques, puis il descend à 200, donc c'est variable. Ça évoque qu'il y a une exacerbation aiguë qui va arriver, et je trouve que c'est très intéressant pour vos patients qu'ils achètent ce débitmètre de pointe, parce que le malade, généralement, il sous-estime sa crise, mais quand il va voir que son DEP diminue, il peut consulter rapidement. Sinon, commencez le plan d'action que vous avez donné à votre patient avant d'arriver chez vous pour traiter la crise et ajuster plus tard le traitement de fond. Donc, en pratique, si vous n'avez pas ce tableau, c'est facile. Chez un homme, généralement, la valeur est de 600 litres par minute, plus ou moins 100. Chez la femme, c'est 450 litres par minute, plus ou moins 85. Et je présume que vous voyez même les enfants. Chez l'enfant de plus de 10 ans, 250 litres par minute, plus ou moins 50. Ce qui ressort de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le DEP reste utile. Il va aider au diagnostic de l'asthme pour le médecin généraliste et doit évaluer, on va évaluer la sévérité de la crise d'asthme par ce DEP et bien sûr le suivi du malade. On a vu le tracé, donc le malade peut connaître les variations de DEP et consulter avant d'avoir un asthme aigu grave. Donc, mais l'examen de choix pour confirmer, et comme vous le savez, c'est la spirométrie. On doit confirmer un trouble obstructif qui est défini par une diminution de rapport de Tifnon qui est égale au volume expiratoire maximum seconde à la capacité vitale, moins de 70%. Et bien sûr, on doit rechercher cette fameuse réversibilité qui fait la différence avec les autres maladies pulmonaires, une réversibilité sous bêta-2-mimétique. Et là, on exige une valeur précise. On ne peut parler d'une réversibilité sur une spirométrie, c'est quand on a un gain sur le volume expiratoire maximal de 200 ml en valeur absolue et ET 12% par rapport à la valeur théorique. Donc, si vous avez ça, le diagnostic est sûr que votre patient est asthmatique. Généralement, les médecins généralistes envoient le malade pour faire une spirométrie dans une structure hospitalière ou chez un pneumologue en privé installé. Donc, vous aurez les chiffres et vous aurez également la courbe. Généralement, il est interprété, mais je vous encourage à savoir interpréter. On peut faire des ateliers pour que vous sachiez interpréter les explorations fonctionnelles respiratoires. Ça nous arrive souvent d'avoir un papier sans interprétation et le médecin généraliste doit lui-même faire le diagnostic de l'asthme chez son malade. Donc, voici les recommandations. C'est les recommandations restantes de Gina. Comment on fait le diagnostic de l'asthme? Donc, on sait que l'asthme est une maladie hétérogène, caractérisée par une inflammation chronique. Et j'insiste, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique. Les critères pour poser le diagnostic de l'asthme, c'est la présence des symptômes qu'on vient de voir, qui peuvent être d'intensité et de fréquence variable. Exemple, le sifflement, l'oppression thoracique, la dyspnée et la toux. Et ET, donc on doit avoir obligatoirement un critère fonctionnel. Quel est le critère fonctionnel? C'est soit avoir, comme on a vu, une spirométrie qui vous montre un trouble ventilatoire obstructif réversible sous bêta-2-mimétique. Et la réversibilité, je viens de la dire, donc c'est un gain de 200 ml en valeur absolue et 12%. Ou bien un trouble ventilatoire obstructif que vous ne trouvez pas réversible, mais là vous devez chercher, faire un test de provocation bronchique et qui se fait qu'en milieu hospitalier parce qu'il y a un risque. On veut provoquer l'obstruction, donc le malade doit être en structure hospitalière et il faut avoir une fonction respiratoire qui n'est pas altérée avant de faire. Donc c'est un test qu'on utilise par la méthacholine pour provoquer la crise. Sinon, une alternative, et ce qui est nouveau, la définition, c'est que on peut faire le diagnostic avec des signes cliniques, avec un trouble ventilatoire, avec variabilité diurne de DEP supérieure à 10%. Si vous êtes loin d'une structure hospitalière ou vous n'avez pas à côté un médecin qui a un spiromètre, vous pouvez poser le diagnostic par la clinique et par ce fameux DEP. Donc, j'ai fait une étude bibliographique pour voir les habitudes des médecins généralistes dans le monde et au Maroc, et je suis tombée sur cette thèse que je trouve très intéressante.
c'est mon ami et confrère professeur Benjeloun Elmi, le chef de service de pneumologie de l'hôpital militaire de Marrakech, qui a fait ce travail, qui a été soutenu comme sujet de thèse pour avoir le doctorat. Donc, c'était pour la prise en charge des patients asthmatiques auprès des médecins généralistes dans la région Stade. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des médecins de Stade qui ont participé à cette étude. Ça date exactement de 3 ans, mais elle est très intéressante pour voir les habitudes un peu. Donc, c'était les objectifs du professeur Benjeloun. C'était d'évaluer les connaissances des médecins généralistes du secteur public, mais également le secteur privé, et faire le point sur leurs habitudes thérapeutiques et en évaluer l'écart avec les recommandations. Donc, en même temps, je vais vous faire un peu des recommandations et je compare avec ce qu'on a trouvé dans cette étude. D'accord? Donc, cette étude a inclus 60 médecins généralistes au départ, mais 42 médecins qui ont répondu au questionnaire. Et on a voulu savoir quels sont les éléments qui ont été utilisés par ces médecins pour poser le diagnostic de l'asthme. Donc, heureusement, la majorité, ils posent le diagnostic sur la clinique. On a vu la clinique et les caractéristiques. Donc, vous voyez, plus de 100%. Mais malheureusement, je vois que le DEP a été utilisé que par 2 médecins, soit 4,8%. Et on a vu tout à l'heure, selon les recommandations de Gina, le DEP a un intérêt, que ce soit pour le diagnostic, que ce soit pour le suivi, et que ce soit pour détecter une exacerbation qui va s'installer chez un malade qui sous-estime sa crise d'asthme. Donc, parlons maintenant de la prise en charge sur le plan thérapeutique. Il faut distinguer la maladie asthmatique et la crise d'asthme. C'est quoi la maladie? C'est l'inflammation et l'hyperactivité bronchique qui sont permanentes chez nos patients asthmatiques. La crise d'asthme, c'est l'exacerbation de ces phénomènes. Ça sous-entend qu'on aura une attitude thérapeutique qui est différente. Et on va voir ensemble les attitudes thérapeutiques. D'accord. Les principes fondamentaux du traitement médicamenteux, on doit agir sur 2 composantes qui sont l'inflammation bronchique et l'hyperactivité bronchique, et bien sûr l'obstruction qui est variable dans le temps et réversible. Donc, de ces 2 composantes d'asthme, on va comprendre la thérapeutique. On aura besoin d'anti-inflammatoires pour traiter l'inflammation et on aura besoin de bronchodilatateurs. D'accord? Donc, on commence par la prise en charge d'une crise d'asthme. Et souvent, et surtout cette période hivernale, on a eu pas mal de crises d'asthme. Et également, dans la pandémie Covid, il y a eu beaucoup d'exacerbations qu'on devait gérer. Il faut savoir qu'un médecin généraliste, seul, sans rien, peut faire évaluer la sévérité d'une crise d'asthme. Et vous voyez, c'est basé sur des critères cliniques et sur les critères paracliniques. Et je dis critères paracliniques comme, même si je considère que le DEP doit faire partir de l'examen clinique. La PaO2 et la PaO2, c'est du ressort du médecin dans une structure hospitalière. Mais vous voyez, on va voir que vous pouvez faire l'évaluation de la sévérité de crise et proposer la thérapeutique adaptée. Voici la classification de la crise d'asthme selon le consensus international et vous voyez les paramètres que je viens de dire. Donc, c'est des paramètres cliniques à part la PaO2 et la PaCO2. Donc, vous pouvez faire la différence entre crise légère, modérée et sévère par l'examen clinique. Et là, je vous ai mis encadré en rouge que le DEP peut vous orienter. Donc déjà, un malade qui a un DEP inférieur à 60%, vous êtes dans la crise sévère et vous devez penser à appeler, si vous êtes seul, appeler une structure et appeler une ambulance médicalisée pour transférer votre patient. Ça sous-entend que vous commencez la thérapeutique sur place. D'accord? Donc, un astuce qui est aussi facile, rapide, si vous êtes, je sais pas, vous avez beaucoup de malades et vous avez le doute, c'est la saturation. Une fois que vous avez une saturation, le saturomètre, il est pratique, on l'a tout le monde a un saturomètre, inférieur à 90%, vous êtes dans l'asthme sévère déjà. Donc, un seul critère peut surclasser votre crise. Donc, un malade que vous trouvez qui est bien, qui parle, il n'y a pas beaucoup de sibilants, mais vous trouvez que la saturation, elle est moins de 90%, il faut se dire que c'est un asthme sévère. On a eu l'expérience avec l'infection Covid. Les malades, ils étaient eupnéiques. Quand on fait la saturation, on trouvait des saturations moins de 90%. On était obligé de les transférer dans les hôpitaux pour une prise en charge. Donc, j'ai choisi un algorithme un peu facile pour un médecin généraliste pour une prise en charge d'une crise d'asthme. Donc, vous voyez, au départ, il faut évaluer la crise
recherchez les facteurs de risque. Donc, ça sous-entend un bon interrogatoire. Si vous avez un malade qui a fait un séjour de réanimation, un asthme aigu grave, même si il a une crise légère, vous devez penser à un transfert ultérieur parce que parfois, c'est la rapidité de passage d'une crise légère à une crise sévère et vous allez bien sûr classer votre crise selon la clinique, le DEP et la saturation. Donc, vous voyez, pour la crise légère, c'est simple. Vous avez un bronchodilatateur. Donc, vous pouvez utiliser le bêta-2-mimétique 2 à 8 bouffées à l'aide d'une chambre d'inhalation. Même si vous n'avez pas la nébulisation, c'est la même chose, c'est la même équivalence. Donc, une chambre d'inhalation, vous protégez le spray, donc le traitement va être absorbé, pas comme, surtout quand il est une crise, la manœuvre main bouge parfois, il se perd. Et il faut laisser votre patient pendant 1 heure pour le réévaluer, pour voir est-ce qu'il y a une amélioration ou pas. Quand est-ce que vous allez démarrer la corticothérapie orale? C'est quand vous avez une crise modérée. Et là, vous voyez, on va prendre plus de doses de bêta-2-mimétique de courte durée d'action. On peut aller jusqu'à 12 bouffées parce qu'il y a un bronchospasme, mais il y a une inflammation au-dessous. Donc, le bronchospasme, je dois le traiter. Si vous avez une nébulisation, c'est bon. Si vous l'avez pas, c'est la même chose. Vous allez utiliser votre chambre d'inhalation et vous allez répéter ces bouffées plus de 3 fois par heure. Et bien sûr, n'oubliez pas la corticothérapie. Et là, il faut savoir que la forme orale, elle a la même efficacité et le même délai d'action que la forme injectable. Vous n'allez pas paniquer si vous n'avez pas la voie injectable. Vous avez la voie orale, vous donnez les corticoïdes avec un dosage que vous connaissez tous, c'est 0,5 à 1 mg/kg par jour. Et généralement, ça sort avec une ordonnance de courte durée. Et on sait maintenant, si on dépasse 10 jours, il n'y a pas de précaution particulière. Donc, vous pouvez arrêter brutalement votre corticothérapie. Si vous la dépassez là, on est obligé de dégraisser parce que on a peur de l'insuffisance surrénalienne. Donc, pour la crise d'asthme sévère, vous voyez en rouge, il faut appeler transport médicalisé. Et là, le traitement, déjà sur le champ, vous allez démarrer les bronchodilatateurs, la corticothérapie par voie orale, mais le malade doit être transféré en milieu hospitalier. Peut-être qu'il aura besoin d'une ventilation ou d'une intubation. Donc, voici sur cette diapositive, je vous ai mis que c'est simple chez un médecin généraliste. Il pourra faire le diagnostic et la prise en charge par des outils faciles, pas chers, donc un débitmètre de pointe, un saturomètre et la chambre d'inhalation pour traiter. Donc, je vous ai dit que c'est la même délai d'action que la nébulisation. Que faire après une exacerbation? Donc, c'est une question qui se répète. Il faut savoir que vous devez réévaluer votre malade 2 à 7 jours après cette visite en crise. Pourquoi? C'est l'occasion d'avoir une démarche éducative individualisée qui va être centrée sur l'observance thérapeutique. Vous devez expliquer l'ordonnance au patient et voir s'il a fait des erreurs. Donc, rectifier le tir parce que à la va-vite et le malade, il était gêné. Donc, peut-être qu'il n'a pas pris les informations. Bonne manipulation du système d'inhalation. Vous devez lui dire d'utiliser le spray que vous avez prescrit devant vous pour corriger. On a eu pas mal d'anecdotes avec le spray de la corticothérapie inhalée ou le bronchodilatateur. Donc, la dernière anecdote que j'ai vue, c'était un système, le malade a vidé, même pas en 2 jours, en commençant à tourner sans spray. Le contrôle, bien sûr, des facteurs aggravants, un malade qui a un facteur aggravant. Et là, je vous incite à chercher des comorbidités telles que la rhinite. Si vous ne traitez pas la rhinite, vous n'avez pas contrôlé votre asthme. Donc, s'il y a une rhinite allergique à côté, il faut la traiter. S'il y a des allergènes et vous savez que c'était la cause, il vaut mieux les éviter et élaborer entre vous et votre patient un plan d'action adapté à son niveau d'éducation. Donc, expliquer et adapter, ça peut le sauver le temps qu'il vient chez vous. Donc, ça peut sauver beaucoup de vies. D'accord. Donc, rapidement, je vais faire vite pour vous dire quels sont ce que j'ai trouvé dans cette thèse, que la majorité, heureusement, utilisait les bronchodilatateurs et la corticothérapie. Et là, on va voir rapidement la prise en charge qui vous intéresse sur le traitement de fond et les nouveautés. Donc, il y a eu une nouveauté en 2019, c'était ne jamais utiliser un bronchodilatateur de courte durée d'action seul. Donc, après les recommandations de 2021, en plus de ces recommandations, il y a l'importance d'une approche de gestion personnalisée avec 2 pistes de traitement. Donc, on a le choix entre 2 pistes selon chaque patient. Et là,
après avoir confirmé votre diagnostic et éliminé les diagnostics différentiels et les comorbidités, on a le choix entre deux attitudes qui diffèrent selon quel traitement d'urgence on va utiliser. Là, en plus de détails, j'ai partagé ces deux voies. Soit on utilise comme traitement d'urgence corticostéroïdes inhalés et le formoterol comme traitement de secours, et vous l'utilisez également en traitement de fond, et là vous avez les paliers. Par exemple, pour le palier 1 et 2, le malade va utiliser le même dispositif chaque fois qu'il a une crise, c'est-à-dire l'association avec corticostéroïdes inhalés et formoterol. Mais ça dépend. Il y a des patients qui savent pas. Il y a des patients qui préfèrent garder le traitement de la crise et le traitement de fond à part. Vous allez trouver ça dans le guide de poche de Gina, tout est expliqué. Et là, pour le palier 5, c'est réservé aux médecins spécialistes dans les structures hospitalières. Donc, vous voyez, la thérapeutique est basée sur une stratégie MART, c'est-à-dire utiliser le traitement de fond, le même traitement de fond, et quand il a une crise, il va utiliser le même dispositif. Donc, la voie qu'on utilise souvent et depuis longtemps, c'est garder le traitement de bronchodilatateur de courte durée d'action et traiter, selon les paliers, le traitement de fond. Et là, j'insiste, maintenant, il n'y a plus de bronchodilatateur tout seul. Dès le palier 1, vous devez traiter par une corticothérapie inhalée chaque fois que le malade a besoin de son dispositif de bronchodilatateur. C'est-à-dire, il a une crise, il fait ses 2 bouffées et en même temps, il fait sa corticothérapie inhalée. Donc là, c'est pour insister que les symptômes de l'asthme sont la partie émergente de l'iceberg. L'inflammation, elle est toujours là. Donc, j'insiste sur l'utilisation de la corticothérapie inhalée, même à un stade léger. Là, pour vous dire les propositions des dosages. Donc, il faut ajuster le dosage selon la molécule que vous avez choisie. C'est pas la même chose. Pardon. Donc, le suivi. Donc, vous devez revoir votre patient 1 à 3 mois après le début du traitement. Et le fréquence de contrôle dépend de plusieurs facteurs, la réponse au traitement, le niveau et la capacité et la volonté du patient à s'investir dans la prise en charge. Donc, l'asthme est parfaitement contrôlé sur les 2 à 3 derniers mois. Là, vous devez discuter la décroissance. Donc, vous, médecins généralistes, vous pouvez faire la décroissance de la dose de la corticothérapie et on le fait généralement par palier de 25 à 50% jusqu'à une dose maintenue, et j'insiste sur maintenue au long cours, et éviter de conserver une dose élevée de corticoïdes inhalés chez un patient durablement contrôlé en raison des effets indésirables. Donc, vous allez passer à une étape ultérieure ou une étape moins de charge thérapeutique selon le contrôle de votre malade. Là, j'ai mis des études concernant le contrôle pour vous dire que le malade, parfois, il n'a pas la perception du contrôle. Il se dit qu'il est contrôlé, mais si on l'interroge, on l'examine, on va trouver qu'il n'est pas bien contrôlé, d'où l'intérêt de l'examen et de l'interrogatoire. La MEPLA qui confirme la sous-estimation du contrôle de la maladie asthmatique par les malades. Donc là, pour revenir pour les médecins généralistes, on a découvert sur la thèse que plus de 80% n'utilisent pas les recommandations de Gina. Des gens trouvent que c'est difficile. Donc ça dépend, le questionnaire chacun est répondu. Et là, je me suis intéressée aux médicaments utilisés pour le traitement de fond. Oui, la corticothérapie inhalée, elle est là, de plus de 80%, mais malheureusement, il y a des médecins généralistes qui utilisent toujours la théophylline, qui n'est plus préconisée dans les recommandations actuelles. Donc rapidement, pour vous dire que l'éducation, elle est importante. 80% des patients ne savent pas utiliser l'inhalateur. Donc pour pallier ce problème, il y a des guides tels que le guide de GSK pour montrer comment le malade va inspirer. Et là, je passe à la connaissance de la technique d'inhalation par les médecins généralistes de la région de Stade. Donc, vous voyez que relativement bien 40%, vaguement 14% et parfaitement 47%. Donc, en résumé, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique. On ne doit jamais parler de bronchite asthmatiforme. Le diagnostic de certitude, c'est les symptômes évocateurs qu'on a vus avec une exploration fonctionnelle concluante, l'intérêt du débit expiratoire de pointe, et actuellement, les recommandations sont centrées sur l'importance d'une approche de gestion personnalisée avec 2 pistes de traitement, jamais de bronchodilatateur de courte durée d'action seul, et l'importance d'un plan d'action. Je vous remercie.